Le journal des 7 heures, merci pour votre attention et la confiance que vous faites à la télévision nationale pour vous informer. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition matinale en direct sur la télévision nationale congolaise. Dans l'actualité, la baisse de prix observée sur le marché doit être proportionnelle à l'appréciation du franc congolais. Cette question a fait l'objet d'une réunion économique convoquée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine pour des mesures urgentes. Question de répondre à cette préoccupation des Congolais. D'autres détails dans ce reportage. Paris accueille ce 30 octobre une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le sujet était au menu de l'entretien entre le président de la République et l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Pour le diplomate français, l'urgence pour la France consiste à mobiliser la communauté internationale afin de répondre aux besoins humanitaires dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Donc je suis très reconnaissant au chef de l'État d'avoir trouvé le temps de m'accorder une audience pour discuter des sujets d'actualité, de même l'actualité de la semaine prochaine, qui est l'organisation à Paris d'une conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs qui vise à mobiliser l'ensemble des partenaires de la RDC pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par le conflit à l'Est. Donc ça, c'était un des points, mais nous avons aussi discuté d'autres aspects de la relation bilatérale. Répondre à l'urgence humanitaire dans le strict respect du droit international humanitaire, une priorité pour la France qui, de l'avis de son diplomate en poste à Kinshasa, compte mobiliser des partenaires et bailleurs autour de la région des Grands Lacs et en particulier dans l'Est de la RDC. L'objectif, ce qu'on attend nous et ce que attend la RDC également, c'est une mobilisation pour les populations affectées par le conflit parce que actuellement, les besoins, la situation humanitaire est préoccupante et les besoins ne sont que très marginalement satisfaits. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de rappeler les principes du droit international humanitaire et de surtout travailler à la liberté d'accès, la liberté de travail des organisations humanitaires qui rencontrent aujourd'hui beaucoup d'obstacles en raison de l'attitude des autorités de fait. Donc les agences des Nations Unies, les ONG sont entravées dans leur mission. Et donc un des objectifs de la conférence de Paris, c'est de rappeler le droit. Dans la suite des audiences, le président de la République a reçu le chargé d'affaires du Qatar en RDC, Shafi Nehami Al-Hadjri, est venu louer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le diplomate qatari a également annoncé au chef de l'État la visite dans les tout prochains jours du prince héritier du Qatar à Kinshasa. Et vous venez là de suivre l'audience que le chef de l'État a accordée à l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, a assuré Félix-Antoine Tshisekedi du soutien de son pays pour la cause humanitaire en République démocratique du Congo. Je le disais, baisse de prix observée sur le marché doit être proportionnelle à l'appréciation du franc congolais. Cette question a fait l'objet d'une réunion économique convoquée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine pour des mesures urgentes. Question de répondre à cette préoccupation des Congolais. Reportage. Comme annoncé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué ce mercredi 22 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion économique d'urgence à laquelle ont pris part la première ministre, le vice-premier ministre et ministre du budget, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo en visioconférence. La rencontre est revenue sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et le volet budgétaire de la politique économique, surtout en cette période où l'on observe une appréciation du franc congolais face au dollar américain. Nous avons examiné la situation récente, et nous avons également levé un certain nombre d'options qui doivent être confirmées sur le plan technique dans une réunion qui va se tenir vendredi, de manière à ce que les baisses de prix que l'on observe sur le marché et qui sont effectives soient proportionnelles
à l'appréciation du franc congolais pour que les Congolais sentent qu'il y a une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat. La prochaine réunion devrait également tabler sur la baisse des produits pétroliers, mais aussi sur le renforcement de contrôle de prix pour mettre fin à la spéculation. Des mesures seront également prises en ce qui concerne les prix, d'abord sur les prix de produits pétroliers qui pourraient connaître une nouvelle variation à la baisse dans les jours qui viennent, sans oublier le renforcement de contrôle des prix pour s'assurer que les opérateurs économiques ne spéculent pas trop et ne gardent pas sur eux les gains qui doivent en principe revenir aux consommateurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a par ailleurs annoncé qu'une réunion sera présidée très prochainement par la première ministre pour une concertation avec les secteurs privés, de manière à ce qu'ils soient rassurés de la constance du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. Des files d'attente observées dans plusieurs stations-service à Kinshasa, les difficultés pour le conducteur de s'approvisionner du carburant, un problème de ravitaillement, ces stations-service débordées jusqu'à sur la chaussée, occasionnant ainsi des embouteillages. Nos reporters étaient sur terrain pour constater les dégâts. Kinshasa a connu le mercredi 22 octobre 2025 une agitation inhabituelle dans plusieurs stations-service où des longues files de véhicules se sont formées. La situation qui a suscité des rumeurs de pénurie vite démentie par les autorités. Depuis ce jeudi matin, l'approvisionnement en carburant est revenu à la normale. La ministre d'État en charge des hydrocarbures, Akasia Bandoubo Lambongo, a rassuré l'opinion publique. Il ne s'agissait pas d'une pénurie, mais d'une perturbation temporaire liée à un acte de vandalisme. Selon la ministre d'État, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre dernier, des inciviques ont perforé le pipeline de la CEP Congo afin de voler du carburant en transit vers le dépôt de Kinshasa. Cet acte incivique a entraîné l'arrêt immédiat des opérations de pompage et perturbé la distribution des produits pétroliers pendant près de 48 heures. La situation a été aggravée aussi par des travaux de rénovation en cours dans plusieurs stations-service de la ville, ce qui a momentanément réduit la capacité de desserte. Autre chose à présent, la délégation congolaise conduite par le président du Sénat à la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est clôturée dernièrement à Genève en Suisse s'est dit satisfaite d'avoir soumis au débat la situation sécuritaire en République démocratique du Congo à la fin de ses travaux. Le chef de la délégation congolaise, Jean-Michel Malukonde, brosse les étapes importantes des dits travaux. Jean-Nine Kalinga sur les images de Bienvenue Lusala. Les travaux de la 151e Assemblée générale de l'Union interparlementaire ont pris fin à Genève en Suisse. Au nom de la délégation congolaise qui l'a conduite à ces assises, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président du Sénat Jean-Michel Malukonde a salué la tenue de ces assises qui se clôturent sur une note de satisfaction pour la République démocratique du Congo, dont la situation sécuritaire très préoccupante a été largement évoquée. Le numéro 1 du Sénat congolais a brossé les sujets importants de ces travaux et les résultats positifs obtenus sur le plan de la diplomatie parlementaire. Le premier, c'était obtenir justement l'appui de ce groupe africain à la question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les processus dans lesquels nous sommes engagés, celui de Washington, celui de Doha. Ensuite, c'était une occasion pour nous aussi d'avoir cette candidature qui a été acceptée finalement au niveau de la commission permanente pour la démocratie et les droits humains, de manière à ce que nous puissions aussi participer au niveau de l'Union africaine activement aux travaux qui se font. Nous avons par la suite, au niveau du débat général, comme vous l'avez dit, insisté sur l'appui et l'accompagnement dans les processus dans lesquels nous sommes engagés de paix. Et nous avons fait passer justement un message de paix, tout en appelant bien sûr à la responsabilité des uns et des autres, particulièrement le Rwanda et la FCM 23 sur le retrait des troupes non invitées et cette cessation des hostilités.
Le président de la Chambre haute du Parlement a souligné après sa rencontre avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire que la question de la République démocratique du Congo sera désormais permanente dans l'agenda des différentes rencontres de cette organisation parlementaire internationale. Jean-Michel Samal-Kondé a promis de faire rapport au président de la République de toutes ces activités réalisées. Et de retour à Kinshasa, l'Assemblée nationale va bientôt vivre une nouvelle ère où les députés nationaux vont devoir choisir un nouveau président qui va succéder à l'honorable Vital Kamerhe d'un profil basé sur l'expérience institutionnelle. C'est classique de l'Union sacrée. Christophe Mbosso Kodian-Pwanga place sa candidature sur la bonne gouvernance parlementaire, la transparence dans la gestion et la cohésion. Images et commentaires. Le très expérimenté homme politique Christophe Mbosso Kodian-Pwanga, actuel deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, entre officiellement dans la course à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Fidèle à sa logique, des fois dans le processus démocratique, il a annoncé sa candidature ce mercredi devant la presse. Moi, je ne prends la place de personne. Je ne veux pas non plus qu'à cause de moi qu'on révoque quelqu'un. Non. Chaque personne a droit au travail dans les mesures où vous répondez aux responsabilités que le chef de l'État vous a confiées. Il n'y a pas de raison qu'on puisse vous faire partir puisque vous êtes du même jeu politique qu'avec moi. C'est trop tôt, mais je suis parmi les candidats. Je leur demande de me faire confiance. Calme et déterminé, Mbosso Kodian-Pwanga s'est dit convaincu que l'Assemblée nationale a aujourd'hui besoin d'un leadership fort, incarné par une personne digne, intègre et au service du peuple, en droite ligne avec la vision du chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle géopolitique? Nous sommes au Congo, nous avons 26 provinces. Le chef de l'État choisit un Congolais à qui il veut confier des responsabilités. Fidèle et loyal, Mbosso Kodian-Pwanga met son expérience institutionnelle et sa loyauté républicaine au service de la stabilité politique et de la bonne gouvernance parlementaire. Sa candidature s'annonce comme celle de la continuité et de l'équilibre. Lorsque la recomposition du bureau de l'Assemblée nationale s'annonce décisive, le jeune parlementaire monte au créneau pour exiger une représentation de la jeunesse au perchoir au poste du deuxième vice-président en remplacement de l'honorable Mbosso Kodian-Pwanga réuni le mercredi dernier au Palais du Peuple. Ce jeune appelle à un renouvellement, allais-je dire, générationnel au sein de cette chambre du Parlement. Reportage. Le réseau des jeunes parlementaires prend acte de la candidature de l'honorable deuxième vice-président, l'honorable Mbosso Kodia, au poste de président de l'Assemblée nationale. Il est donc de ce fait deuxième vice-président démissionnaire, ce qui est une bonne chose car la jeunesse parlementaire est ambitieuse et prépare actuellement une candidature pour le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui sera déposée demain au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, conformément à la charte de l'USN. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un champion de la jeunesse. Il a d'ailleurs invité la jeunesse à participer massivement aux élections qui ont conduit à l'Assemblée nationale telle que nous la connaissons aujourd'hui et avec le réseau des jeunes parlementaires tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et nous sommes certains qu'il accueillera avec grande joie cette candidature unique portée par le réseau des jeunes parlementaires qui sera bien évidemment soumis à son approbation, à celle de la haute autorité de l'Union sacrée. Et toujours à la Chambre basse du Parlement, a annoncé l'élection de 2 postes. Il s'agit du président et rapporteur adjoint. Parmi les candidats au poste du président, le député national élu du Nord Kivu, Doudou Mango. Anastasie Dombo. 2 postes sont vacants au bureau de l'Assemblée nationale, la présidence et les rapporteurs adjoints. Plusieurs candidatures se positionnent déjà, parmi elles les députés UDPS, Doudou Mango qui convoie le poste du président de l'Assemblée nationale. Ma candidature est connue, ou alors je dirais même reconnue au niveau de mon parti politique, l'UDPS Tshisekedi. Plusieurs autres candidatures sont annoncées pour 2 postes vacantes. Aimé Boji Sangara, Christophe
Bosoko Diampouanga, Dounia, Doudou ont officiellement manifesté leurs ambitions pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Ils ont déposé leur dossier pour parrainage à l'Union sacrée de la nation. Chacun avance ses motivations. Robert Ndaye et Chimanga. Les candidats potentiels au poste de président de l'Assemblée nationale ont soumis ce jeudi 23 octobre 2025 leur dossier au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation pour parrainage. Chacun s'efforçant de présenter une vision claire pour l'avenir de la Chambre basse du Parlement après la démission de Vital Kamerhe. Ces dossiers comprend une lettre de motivation et un curriculum vitae. Parmi eux, Christophe Mbosoko Dia, actuellement deuxième vice dans l'Assemblée nationale, honorable Dounia Mangou Doudou et Meboji Sangara pour le poste du speaker de l'Assemblée nationale. Je suis donc venu ici pour déposer le dossier de ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Et donc, le dossier se trouve entre les mains du secrétaire permanent. L'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule qu'il faut remplir 4 critères. Le critère de la formation. Sur le plan scientifique, j'ai des diplômes très importants. Je vous informe que je suis docteur en droit, je suis professeur, je suis informateur. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. L'Union sacrée qui se penchera sur les critères, l'examen de toutes ces candidatures puisse quand même avoir un document qui prouve que j'étais candidat. Voilà, donc je suis venu aussi pour tout, pour des informations politiques, pour la marche de notre famille politique et aussi pour mon ambition d'être président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbate Toukoumé Soumangou, qui avait lancé un communiqué, évoque la nécessité de la transparence pour une famille politique disciplinée autour de son chef, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le poste de président de l'Assemblée nationale, c'est un poste qui revient à la majorité. La majorité, c'est l'Union sacrée de la nation. Nous sommes une famille politique organisée et nous allons faire rapport à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Et c'est sûr que dans les heures qui viennent, vous connaîtrez les candidats de l'Union sacrée de la nation. Une démarche logique, sécurée. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour le perchoir de l'Assemblée nationale. En prélude du 3e congrès extraordinaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a entamé une série de consultations avec ses prédécesseurs à ces postes. Objectif poursuivi est de jeter les bases d'une feuille de route inclusive pour ces grands rendez-vous politiques qui s'annoncent à l'horizon. Alain Bikaï. En route vers le 3e congrès extraordinaire de l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya multiplie les contacts avec les anciens dirigeants du parti. Première étape de cette tournée consultative, la rencontre avec Alexis Moutanda, ancien secrétaire général et organisateur du tout premier congrès de l'UDPS en 2010. Les échanges ont porté essentiellement sur l'adaptation des textes réglementaires du parti aux réalités politiques. Fort de son expérience, Alexis Moutanda a partagé sa lecture des enjeux et proposé des pistes pour la réussite de ses assises. C'était aussi important qu'on puisse se référer à quelqu'un qui a déjà géré ce parti. Nous venons d'échanger autour des questions clés qui touchent à la révision de notre statut règlement intérieur et à la convocation du congrès. Peu après, le cortège du secrétaire général s'est rendu à la résidence de Rémi Massamba, ancien secrétaire général et coordonnateur de la commission préparatoire du premier congrès. Dans une ambiance fraternelle, les deux cadres fidèles héritiers d'Étienne Tshisekedi ont échangé sur l'avenir du parti présidentiel et les défis politiques du moment. Il faut apprécier l'initiative de la visite. Ça s'inscrit dans la ligne droite de la tenue prochaine d'un congrès. Ce 3e congrès extraordinaire de l'UDPS est annoncé pour la première quinzaine du mois de décembre. Il devra définir les grandes orientations politiques du parti pour les prochaines échéances. La dernière étape de la visite du travail du Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, dont la province du Sud-Ubangui a été la ville des Zongo. Durant 2 jours passés dans cette partie du pays, Daniel Moukoko Samba a visité quelques sites et parcs
industriels et des ports pour constater les besoins en termes de coûts afin que le gouvernement central, à travers le ministère de l'économie nationale, apporte son appui financier et encourager la diversification économique redépendante. Le port central de Zongo, encore actif avec ses différentes activités transfrontalières, était la première étape de la visite qui est réalisée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale à Zongo. C'est avec un embarcadère, le bac qui facilite le trafic à la population, que le vice-premier ministre de l'économie et sa délégation, accompagnés du maire de Zongo, sont arrivés au port de Maba. Ici, ils ont visité l'usine El Tahir pour le raffinage d'huile de palme et la production du savon. Le coup de poing financier du gouvernement sera la solution pour augmenter la production et soutenir la diversification économique. Dans la soirée, Daniel Monko Samba a échangé avec plusieurs corporations, notamment les notables, la société civile et les membres de la fête locale. Au deuxième jour à Zongo, l'économiste national s'est rendu à la rivière Ubangi où sera jeté le pont long de 600 mètres pour relier la Centrafrique au pays de Félix Tshisekedi. Cette liaison de deux pays influera à coup sûr sur les échanges commerciaux entre les deux peuples. Jean-Guilain Bizalo, chef de poste principal adjoint de la DGM, présente quelques détails. Sa présence nous a permis de lui soumettre nos problèmes parce que Zongo, c'est le poumon économique de notre province. Ce pont sera bénéfique pour nous. Et il y a un poste frontalier qui sera construit de notre côté. Toutes les formalités vont se faire chez nous au Congo. Par après, le véhicule pourra passer. Centre de stockage du carburant de Zongo, l'hôpital général de référence de Zongo et le marché central de cette ville ont été également sujets de la visite du ministre de l'économie Moukoko Samba. Est achevée la tournée de redynamisation et la diversification économique dans cette partie de la RDC. Et le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a signé le cadre organique du secrétariat général des transports et voies de communication, un cadre appelé à améliorer l'efficience des ressources humaines. D'autres détails dans ce reportage signé Nadine Kilocho, Moukemalouma. Gestion optimale des ressources humaines, modernisation et rationalisation du fonctionnement du secrétariat général de l'administration du transport et voies de communication. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé ce jeudi 23 octobre 2025 en présence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bimba à la signature du cadre et des structures organiques du secrétariat général de l'administration de transport en dotant ces secteurs vitaux d'un organigramme fonctionnel, cohérent et conforme aux standards modernes de gestion publique. Avec ces instruments, cadre et structure organique, où les missions sont définies, direction par direction, division par division, bureau par bureau, nous avons la possibilité de changer totalement de paradigme. La nouvelle loi a instauré le principe de la vacance de poste. Ne pas recruter sans s'assurer que le poste est vacant. Et c'est un poste organique et budgétairement prévu. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimba a salué la signature de ce cadre organique qui met fin à l'approximation dans les attributions, chevauchement des fonctions et optimise les ressources humaines au service d'une administration performante orientée vers les résultats et a salué l'action menée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour la matérialisation de la vision du chef de l'État visant une transformation concrète du fonctionnement de l'administration publique. Je me réjouis en tout cas qu'aujourd'hui ce nouveau cadre normatif puisse être finalisé. Je vois ici le volume des documents. C'est vrai, c'est un travail impressionnant que vous avez fait. Et ça honore en tout cas la fonction publique et le gouvernement dans son ensemble. Ça va optimiser donc la gestion des ressources humaines. Chaque fonctionnaire a la possibilité de savoir où il est, où est-ce qu'il va également. C'est un pas important. La signature de ce nouveau cadre organique répond à l'exigence d'efficacité, de transparence et de rigueur pour une administration publique performante au service des usagers. À Brasilia, une poignée de signatures, une promesse. La République démocratique du Congo et le Brésil scellent une coopération militaire appelée à transformer les forces armées de la République démocratique du Congo à une armée moderne, professionnelle et républicaine. Guy Mwandiamvita, le vice-premier ministre au ministre de la Défense et son homologue brésilien ont apposé leur signature au bas de ces accords. Sandra Nyangui et Jerez Tofunje.
Cette signature est à mettre dans la logique de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la reconstruction des FARDC au centre de la défense nationale et de la sécurité régionale. La délégation congolaise comptait notamment des chefs d'état-major des forces terrestres, aériennes et navales, ainsi que plusieurs experts du ministère de la Défense, un signe de l'importance technique et opérationnelle accordée à ce partenariat. L'accord prévoit plusieurs axes prioritaires, dont la formation spécialisée des troupes, la coopération technique et l'acquisition d'équipements adaptés, des programmes conjoints d'entraînement et d'exercices bilatéraux, ainsi que la coopération industrielle et le transfert technologique dans le domaine de la défense. Pour le ministre brésilien, cette coopération illustre la solidité des relations d'amitié entre les deux pays, fruit de plusieurs mois d'échanges diplomatiques. De son côté, le vice-premier ministre congolais, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a salué le soutien du président Luis Inácio Lula da Silva et souligné l'importance des partenariats sud-sud basés sur la complémentarité et l'intérêt mutuel. Selon Kinshasa, cet accord sera mis en œuvre de manière rigoureuse et accélérée afin d'apporter les réponses concrètes aux besoins des FARDC dans un contexte régional exigeant une coopération stratégique destinée à renforcer les capacités de défense de la RDC et à consolider sa souveraineté. Une équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise déléguée par la directrice générale de ces médias est en mission d'inspection des matériels dans les centres d'émission de Binza à l'issue du départ de la firme italienne il y a plus de 5 ans. Plusieurs matériels techniques pour la télévision trouvés sur place vont devoir servir d'autres stations provinciales de la RTNC, selon cette équipe. Iverson Kabobo. Les accessoires du montage des pylônes, les matériels techniques pour la télévision ont été retrouvés à l'intérieur de ces conteneurs après plus de 5 ans. La firme italienne chargée de déployer ces matériels l'avait presque abandonné au centre d'émission de la RTNC à Binza. Nous venons de constater que parmi ces conteneurs ici derrière, il y a un conteneur qui a quelques matériels importants qui pourra permettre à la RTNC de servir quelques provinces avec tout ce que nous avons trouvé ici. Ce sont les inventaires que nous devons faire pour dégager ce qui sera utile pour la RTNC. Le centre d'émission de Binza est un site technique où les émissions des radios et des télévisions sont transmises à travers les ondes et autres canaux de diffusion. Ici, il n'y avait que des Italiens qui entraient. Les Congolais n'avaient pas droit d'y entrer et on ne savait pas exactement ce que ça contenait. C'est aujourd'hui, en 2025, que nous avons pu découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui se passe doit transiter par ici afin d'envoyer vers les consommateurs qui sont les auditeurs ou les téléspectateurs. C'est la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengue, qui a dépêché cette équipe au centre d'émission de Binza pour cette mission technique. Une mission d'évaluation à l'issue de laquelle l'équipe fera son rapport à la hiérarchie. Et le 22 octobre de chaque année, la journée mondiale de l'énergie a été célébrée à l'université de Kinshasa sous les thèmes promouvoir l'innovation, l'investissement et l'entrepreneuriat dans les secteurs des énergies propres en République démocratique du Congo. Un forum qui a réuni les scientifiques et les étudiants ont échangé sur la mise en place des méthodes d'énergie renouvelables pour lutter contre les réchauffements climatiques. D'autres explications dans ces reportages. Placé sous les thèmes promouvoir l'innovation, l'investissement et l'entrepreneuriat dans le secteur des énergies propres, ce forum de 2 jours va constituer un cadre d'échange autour des défis et opportunités liés à la transition énergétique. Trouver des solutions innovantes et durables, a souligné le professeur Dona Kapata, doyen de la faculté de pétrole, gaz et énergie de l'université de Kinshasa. À l'ouverture, les représentants de la ministre de l'Environnement, le professeur Mimboro, a donné le go de ces assises. Je déclare ouvert les travaux du Forum des énergies renouvelables et innovation technologique, FERIC 2025. Jean-Marie Tchibobo Moulumba, représentant du DG de la SNEL, a indiqué que la population doit accompagner la SNEL à bien utiliser l'électricité. N'importe qui fait ce qu'il veut pour avoir de l'électricité. On ne dit pas qu'on se donne la raison. Non, ça c'est nous allons
pour toucher les masses du délestage. En dehors de ces gens qui se branchent eux-mêmes, la ville s'est agrandie. Les gens qui sont déjà, même ceux qui sont déjà clients SNEL, il est chez lui à la maison, il modifie ses installations sans pourtant venir à la SNEL. La lumière doit être un droit pour une population et non un privilège. Voilà, c'est l'essentiel avec ces journaux coordonnés par Guy Matundu, réalisé par Pécho Moubenga et Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Derek Siloumou, Yannick Yangumba, Émile Zola, Alain Galia et Hugues Vouélé. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30. Bonne suite de programme et merci de choisir la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.